Marc et les Smart et bienvenue dans Talking Catch numéro 6, votre émission désormais mensuelle de news sur le catch animée par la team Cashup. Aujourd'hui, j'accueille une nouvelle fois Ringside. Salut les amis. Salut les petits amis. Les petits potes. Les petits potes. Alors mes petits potes, donc je vais vous quand même vous raconter pour les gens qui prennent le train en marche. Talking Catch, c'est quoi? C'est l'émission de news et débats mensuels de l'équipe de Catch Up, des cahiers du catch, donc où l'on condense l'actualité du mois passé. On donne notre avis sur les nouvelles marquantes du monde du catch, de la WWE à la New Japan, en passant par Global Force Wrestling. Si vous ne savez pas ce que c'est la TNA aujourd'hui. Donc on va commencer tout de suite avec la news number 1. La news la plus marquante du mois dernier, ou du moins des 4 dernières semaines. Certains diront autre chose, mais quand même l'annulation de Talking Smack plutôt, qui a été annoncée le 14 juillet pour notre fête nationale. L'émission chou des Smart sur le WWE Network. Qui donc était diffusé après SmackDown, a été annulé d'après toutes les sources possibles dans le monde du catch par Vince McMahon après qu'il l'ait regardé pour la première fois. Donc pour les gens qui l'ont pas vu, donc Talking Smack, que je me gourre pas parce qu'on a pompé le nom de l'émission, donc à chaque fois c'était une émission où il y avait des interviews en fait juste après SmackDown, avec très peu de script en fait. De base en fait c'était Renee Young et Daniel Bryan, nouveau GM de SmackDown, qui étaient là un peu pour mettre sur le grill les superstars qui passaient. On a eu ensuite, après Daniel Bryan, il me semble, il y a eu Shane McMahon, il y a eu JBL aussi, il y a peu de temps, qui était un peu, qui était moins bon, Vraiment le charme de Talking Smack, c'était un peu Daniel Bryan. Et donc l'émission a fait beaucoup de bruit suite au passage surtout du Miz pendant plusieurs semaines, qui a insulté Daniel Bryan, qui allait dans le shoot comme on le dit, dans la réalité de sa situation de mec frustré qui accepte quand même un job à la WWE mais qui pourrait encore catcher, mais voilà, le salaire est plus important que tout. On a eu aussi Baron Corbin qui a eu des bons passages là-bas en mêlant un peu sa propre vie, sa propre personnalité avec son personnage, et Kevin Owens aussi qui aime beaucoup martyriser Renee Young à chaque passage. Donc on retrouvera néanmoins Talking Smack les soirs de pay-per-view de SmackDown, tout comme l'émission que vous n'avez pas regardé qui s'appelle Raw Talk, qui est après les pay-per-view de Raw, mais généralement il s'y passe vraiment rien. Ils ont juste essayé de faire la même chose. Ce qui est assez ironique, c'est qu'ils ont commencé par copier Talking Smack pour maintenant le supprimer. Donc c'est étrange. Donc Ringside, ma question pour cette news: grande perte pour le network ou émission déjà à bout de souffle? Sans Daniel Bryan, ça perdait quand même pas mal de son intérêt, l'émission. Après, moi, j'étais pas un gros suiveur non plus. Je trouvais que ça aurait été plus intéressant d'intégrer toutes ces séquences directement dans SmackDown, mais c'est sûr que SmackDown est un peu bouché à ce niveau-là. Il y a un manque de temps d'antenne. Apparemment, c'était beaucoup de complications pour pas grand-chose, peu de vision. Mais ça a quand même fait beaucoup de bruit, le fait que ce soit arrêté. Visiblement, les gens étaient très très mécontents. Sur Internet, ça a pleurniché. Pour moi, j'étais pas un très grand fan, donc ça va pas énormément me manquer, mais je pense que il y a quand même beaucoup de personnes qui étaient attachées à cette émission, et je pense que c'est un peu dommage de la laisser filer comme ça. Ça va faire des mécontents, c'est sûr. Ouais. Moi, c'est un peu pareil en fait. Je pense que j'ai arrêté de regarder quand justement j'ai commencé à moins regarder SmackDown parce que ça me plaisait moins. Il y a environ, je pense, 2 mois, donc du coup de mai, fin mai, un truc comme ça. Faut avouer que c'était assez inégal. C'était vraiment, c'était une question d'inviter en fait. Il y a eu toute une période où il y avait le Miz quasiment toutes les semaines, et ça c'était genre inratable. Toutes les émissions dans cette période-là étaient géniales. Et pour le coup, c'était
des moments, même si SmackDown était plutôt bon, c'était des moments qui étaient encore meilleurs que le show principal, quoi. C'était, il y avait vraiment des passages qui construisaient les personnages et on se demandait même pourquoi ils arrivent à faire autant de choses dans une émission qui dure. Je crois que donc Talking Smack ça a duré une demi-heure. En une demi-heure de Talking Smack, des moments, ils développaient un personnage genre Baron Corbin ou autre. Ils développaient genre 2 fois, 3 fois plus qu'en une, je sais pas, qu'en 3 semaines d'émission sur, enfin, une émission normale de SmackDown. Parce que justement, les réponses des catcheurs étaient pas chronométrées, ils avaient pas forcément de phrases prédéfinies. Donc du coup, il y avait un vrai échange et de temps en temps des échanges. Enfin bon, on parlait du Miz, mais il y en a eu d'autres, des échanges qui étaient, enfin qui foutaient limite le malaise. Quand il y a certaines superstars qui sortent des trucs où tu te demandes est-ce que c'est leur personnage ou alors ils sont frustrés parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que Daniel Bryan est un troll ultime. Daniel Bryan passait son temps à troller les superstars, à essayer de jouer sur leurs personnages pour les énerver. Donc genre leur expliquer mais pourquoi t'as abandonné, genre pourquoi tu t'es tiré du match alors que juste avant tu disais que machin. En clair, Daniel Bryan jouait le fan de il jouait le smart qui vient après le show et dire ça c'est pas cohérent, ça très c'était et c'est ce qui faisait la particularité de l'émission et sûrement pourquoi elle a été annulée aussi. Je pense pas que ça coûte très cher à faire par contre, parce que ça reste juste faire tourner les caméras en fixe, hein. Il y a peut-être 2 caméras pour cette émission. Ouais, mais ça demandait à ce que les superstars restent après les shows, etc. C'est quand même une logistique assez importante qui, d'après Jerry Lawler, hein, c'est lui qui a donné cette explication, que c'était beaucoup quand même de complications. C'est un show qui est assez compliqué à faire, qui force les stars à rester après les matchs, voilà, en fin de journée, encore un peu plus longtemps. Il faut qu'ils restent dans le personnage, il faut qu'ils continuent à faire le boulot après les heures de boulot en quelque sorte. Donc c'était voilà, c'était beaucoup de complications pour finalement peu de succès sur le network. Je pense que c'est ça qui a fait tourner la balance. Et puis le fait que ce soit pas scripté. Alors pour nous, c'est bien le fait que ce soit pas scripté parce que ça donne un peu un petit vent d'air frais comme ça, hein. Ouais. Ça, on voit un peu de quoi sont capables certains qui sont un peu plombés par les scripts qu'on leur donne. Maintenant, effectivement, ça plaît pas trop à Vince, hein, je pense, de toute façon. Et lui, il aime bien que tout soit cloisonné. Et, voilà, c'est un petit terrain de jeu, mais si ça entraîne trop de complications, ben, pour lui, il voit pas l'intérêt. Et puis voilà, on voit quand même qu'il y a une cassure toujours entre ce monde du network et puis ce qui se passe à la télé et dans les pay-per-view. Il y a un peu 2 écoles, j'ai l'impression, moi. C'est l'heure de lancer. Je vais trouver une musique pour ce segment. Hein, vous inquiétez pas. C'est l'heure de lancer un nouveau segment de ce show pour la news numéro 2. C'est la news Paggio. Là, vous avez une musique normalement derrière ce que je suis en train de raconter. Donc, la news Paggio, comme vous ne l'avez pas encore deviné, c'est la news Paige et Alberto Del Rio. Chaque semaine, Paige et Alberto Del Rio vous offrent le meilleur de la news trash. Alors, ces dernières semaines, la grande histoire entre Paige et Del Rio, c'est une histoire de violence conjugale à l'aéroport d'Orlando le 9 juillet. Il y a eu des témoins donc d'une embrouille entre Paige et Del Rio, une affaire qui est partie avec des sources un peu floues, hein, principalement TMZ qui est spécialiste c'est un peu les meilleurs paparazzi des États-Unis et donc on a pendant un temps cru que c'était Alberto Del Rio qui allait être j'allais dire chargé, je vais faire des anglicismes, qui allait être accusé voilà de cette violence et sous cette espèce de news rumeur Global Force Wrestling, hein, donc ancienne TNA, je le rappelle, a décidé de suspendre Del Rio. Donc dès le 12 juillet, hein, ils sont allés vite. Au bout de 3 jours, ils l'ont suspendu jusqu'à ce que l'affaire soit éclaircie. Mais on a appris ce mois-ci, donc je parle bien du mois de juillet, que ce n'est pas Del Rio, mais bien Paige qui est suspecte dans cette affaire.
D'ailleurs, Paige sur Twitter a confirmé que c'était elle qui avait, je sais pas, frappé peut-être son copain, j'allais dire son mari. Si, c'est son mari maintenant. Je ne sais plus. Non, ils sont pas mariés. Non, ils sont fiancés. Ils sont fiancés. C'était une proposition en fiançailles l'autre coup. Elle lui a jeté un verre de bière au visage. C'était juste ça? Je crois, hein, c'est ce que j'ai Un vu. verre de bière dans un aéroport? Mais donc c'est le procureur général, enfin entre parenthèses State Attorney, qui doit décider si donc Saraya Davis, le vrai nom de Paige, doit passer devant un juge. Et comme nous ne faisons pas les choses à moitié à Talking Catch, nous avons sorti nos longs manteaux, nous sommes allés enquêter, et j'ai trouvé sur le web ce que Paige peut encourir avec Domestic Battery, comme ils disent. Donc d'après le cabinet d'avocats Hussein & Weber, la violence conjugale en Floride peut amener à 12 mois de sursis, probation, 5 jours de prison, j'ai mal traduit, mais une injonction en clair, elle doit rester à distance de la personne, et 26 semaines de rééducation dans un programme spécialisé. Alors Ringside, ma question pour cette news, tu prédis un départ de Paige de la WWE avant ou après la sortie de son film payé par le Rock? Bonne question. Comment ils vont faire avec cette histoire-là? Parce qu'il va falloir le vendre, le film. Ils vont pas passer à côté de cette publicité gratuite, mais en même temps, c'est un boulet, cette Paige. Ouais, je sais pas, à moins que... Mais là, elle a l'air d'être au fond du gouffre. Il y a des photos qui sont passées où elle a l'air rachitique. Oui, il y avait ça aussi. Donc, je vois pas pourquoi le The Rock s'est emmerdé à faire un film sur elle. Mais là on avait je sais pas sur quoi il est parti comme idée de film, mais alors là on a le Rise and Fall, hein, à l'américaine. Il pourra rajouter effectivement. Ah si, il rajoute. Là c'est limite, je pense, il est en pause, il fait on arrête le tournage, on attend que ça se finisse et puis on va faire une épopée là. Ah, parce qu'il s'est basé sur un documentaire qui avait été fait déjà sur Paige. Voilà, il a vu le documentaire à la télé, il s'est dit tiens, ça peut faire un bon film. Il a lancé la production, et puis mais en même temps, l'histoire est pas terminée, hein, de la pauvre Paige. Ouais. Je sais pas, en tout cas, ça va être difficile d'avoir un avenir à la WWE dans les conditions où elle est là, parce qu'apparemment, elle n'arrive pas à gérer sa vie, donc. Voilà, tu peux pas faire une carrière à haut niveau à la WWE quand t'es à côté de la plaque comme ça, hein. C'est assez violent. En plus, elle est en train de pourrir le peu de reste de carrière qu'a Alberto Del Rio à l'Impact Wrestling. Même si lui doit être à peu près fautif dans l'histoire, hein. Je pense qu'ils doivent bien être complémentaires les uns des autres. Voilà, c'est la cocaïne, hein, ça fait des ravages. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Ça, on n'a pas confirmation. Ça, bah tu regardes le nez en trompette de Del Rio, putain, t'as vite compris. Non, c'est les ravages de la drogue, hein. Tu pars pas en couille comme ça, alors que t'as d'un côté un contrat à WWE et puis de l'autre Del Rio, voilà, les fédérations se battaient un peu pour l'avoir jusqu'ici. Là maintenant, qui c'est qui va vouloir le payer à prix d'or, hein. Le pauvre. C'est bien compliqué. Enfin, le pauvre, de toute façon, peut-être on saura un jour qui est responsable de quoi, mais bon, ouais, c'est compliqué, puis c'est comment? Non, mais c'est juste voilà, c'est juste triste. C'est rock'n'roll. Ouais, c'est rock'n'roll qu'ils me disent. Non, mais c'est juste triste parce que malgré tout ce qu'on peut dire, toutes les blagues qu'on peut faire. Paige, ça reste une des meilleures catcheuses de la WWE des 10 dernières années. Enfin, pour moi, en tout cas. Ça reste quand même une des premières... une des premières. Une des premières anti-divas et une des premières à aller à contresens de ce que faisait la WWE en arrivant. Donc voilà, au moins après trop vite, hein. Elle est arrivée le premier jour, elle a gagné son titre des championnes féminines là, à 21 ans je crois, vous l'avez, 21 22, tout cassé.
Voilà, elle a fait le tour de la question en même pas un an, donc effectivement après. Après, t'as eu une époque où il n'y avait pas de concurrence aussi, donc c'est ça aussi. Enfin bon, on va essayer de vous remonter le moral avec la news numéro 3. La news numéro 3, je sais pas si ça va vous remonter le moral, peut-être si vous regardez l'UFC. C'est les rumeurs qui vont bon train sur le départ de Brock Lesnar de la WWE après SummerSlam, puisqu'on a pu le voir accompagné de Paul Heyman aux locaux de l'UFC à Las Vegas début juillet. Une rencontre troublante puisque Brock est parti de l'UFC, on le rappelle, après avoir reçu une suspension de l'USADA, la fédération, fédération indépendante de contrôle antidopage aux USA. Après un test de dopage raté qui suivait sa victoire contre Mark Hunt à l'UFC 200 en juillet 2016. Pour rajouter un petit peu de l'huile sur le feu, John Jones, donc le champion actuel poids lourd de l'UFC, tout juste sorti de sa victoire contre Daniel Cormier à l'UFC 214, a appelé Brock à venir se prendre une dérouillée s'il le veut. Brock sur Twitter lui a dit simplement attention à ce que tu demandes, gamin. Bon, rien de concret, mais ils oublient tous les deux que Lesnar va quand même devoir régler de gros soucis donc avec l'USADA, puisque il n'a pas purgé sa suspension de 1 an, puisque il a décidé de prendre sa retraite juste après le match, comme par hasard, et donc il doit, avant de faire un quelconque match à l'UFC, être testé aléatoirement pendant 4 mois. Donc ça c'est le règlement pour n'importe qui, plus normalement purger sa peine c'est 1 an d'interdiction de match. Après, il y a eu aussi, alors là j'ai pas les détails parce que ça devient super compliqué, mais il y a eu aussi des histoires d'interdiction de match qui ont été réduites avec négociation de blabla. Mais pour l'instant, Lesnar est booké jusqu'à SummerSlam. Et donc voilà, et Heyman, toujours pour rajouter de l'huile sur le feu, a dit en interview, alors je ne me souviens plus où, qu'il n'était pas impossible de voir la bête avec 2 ceintures, celle de la WWE et celle de l'UFC. Alors, toute cette histoire, Ring, comment tu le vois? Déjà, est-ce que finalement c'est pas le bon moment pour Lesnar de s'en aller? Il a eu ses chèques, il est pas venu très souvent, mais juste assez pour qu'il soit toujours entre guillemets excitant. Est-ce que finalement on a encore besoin de Lesnar? Bah, c'est la dernière grosse star du roster, comme on dit souvent, hormis John Cena. Donc ils en ont besoin à la WWE, mais visiblement ils en ont aussi besoin à l'UFC, parce que l'UFC a eu des scores un petit peu décevants là sur les derniers mois. Ils sont aussi un petit peu à court de stars. Oui, bah McGregor est parti faire son match de boxe contre j'ai plus Floyd Mayweather. Donc ça c'est programmé pour je sais plus août. Ouais, je crois que c'est ça. Début septembre. Commenté par Mauro Ranallo. En plus, magnifique. Mais oui, magnifique. C'est pas pour rien qu'ils sont allés le récupérer, la WWE. Ranallo, il s'est tapé. Je sais plus, il a eu. Je sais plus s'il a eu un deal à la New Japan. Enfin, en clair, dès qu'il est parti de la WWE, tout le monde se l'arrachait, Ranallo. Donc voilà, il a engrangé les petits contrats, les soirées comme ça à droite à gauche, et je pense que la VVE s'est rendu compte. C'est un peu la mentalité de la WWE d'être possessif même avec les gens qui sont partis. C'est ça. Mais quand ils se rendent compte qu'ils ont fait une erreur. Il faut faire revenir Mauro Ranallo. Mais alors le John Jones c'est Walter White, c'est pas. C'est Walter White. Ouais, c'est pas le champion heavyweight, donc il y a une différence de gabarit quand même entre les deux, ils sont pas dans la même catégorie. Donc voilà, l'UFC là, elle vient rechercher Brock Lesnar pour avoir une star et faire un match un petit peu hors norme. Donc ça peut que être bénéfique pour tout le monde en vérité. Ça va rapporter des ventes à l'UFC, de la pub à l'UFC, du buzz.
ça va remettre Brock Lesnar sur la carte encore du mainstream et bah, du coup, il serait pas trop perdant à la WWE de le laisser partir pour faire son match et puis revenir après. Encore une fois, auréolé sûrement d'une victoire. Ça dépend après comment que ça se passe contre John Jones, mais comme il y a une différence de gabarit, il y a quand même de fortes chances que Brock Lesnar puisse le battre, hein, parce qu'il est il est quand même plus costaud. Après, ils ont quand même le règlement parce que Lesnar il va devoir perdre je sais pas comment il va faire, mais il va devoir perdre de la musculature. Je pense qu'ils feront une exception. Ouais, lui il va sûrement s'affiner, puis l'autre va prendre du poids. Mais ça c'est vraiment l'UFC. Hein. C'est un truc. Enfin, autant j'aime bien regarder les matchs, etc. Mais quand tu regardes le business derrière l'UFC, mais le nombre de fois où ils cassent leurs règles ou finalement ça, parce qu'en fait, même si c'est un vrai sport, l'UFC ils gèrent leur truc comme justement la WWE gère le catch. C'est aussi ce qui fait leur succès, mais dans le sens où t'as des gens qui vont avoir mérité leur match contre je sais pas celui qui a la ceinture, quoi, qui sont deuxième, ou peut-être quelqu'un qui est troisième dans le classement et le deuxième est indisponible ou décide de plus catcher pendant un an. Mais ils vont quand même attendre, ou alors ils vont aller chercher quelqu'un qui est un poil plus bas, qui vient d'avoir une victoire mais qui est un peu plus charismatique. Donc ouais, c'est quand même il faut des stars, hein. Ça, c'est comme tout, hein, donc ça se travaille. C'est sale, je trouve, dans l'UFC, mais bon. Voilà, bah ça va apporter du buzz, hein, tout ça, donc c'est plutôt bénéfique d'un côté comme de l'autre. Moi je suis curieux, j'ai bien envie de le voir, hein, ce match entre Brock Lesnar et John Jones. Et puis voilà, ça va. Mais alors du coup, il faut qu'il reprenne du service dans l'UFC parce qu'il a pris sa retraite officiellement, Brock Lesnar. Donc il faut qu'il casse sa retraite, qu'il se réintègre au truc de l'USADA, donc ce sera pas avant un an, hein, je pense, le match, si c'est validé. Et on a parallèlement à ça, on a aussi une championne de l'UFC, là, Chris Cyborg, qui a lancé un défi à Becky Lynch, hein, si je dis pas de bêtises. Ah bon? Ouais. En parallèle, le défi, elle a envoyé un petit tweet là, à Vince ou à Triple H en lui disant bah non, moi j'aimerais bien donner-moi un Becky Lynch. Donc voilà, soit. Il y a quand même de plus en plus de liens entre l'UFC et la. Ouais. Touchez pas à Becky, s'il vous plaît. Ouais. Il y a comme Ronda Rousey aussi qui a créé a mené un clan de Four Horsewomen là et qui se prétend les vrais Four Horsewomen. Donc il y aura sûrement aussi une petite histoire qui va se monter contre Charlotte et compagnie. Voilà, on va chercher les stars à l'UFC, hein, histoire de rapporter du buzz. Alors après, faut voir ce que ça donne au niveau des matchs, au niveau des intrigues, au niveau des storylines. Mais c'est bien toute cette émulation, hein, ces ponts qui se créent entre les deux fédérations. Je crois qu'on a vu Rousey à je ne sais plus quel pay-per-view il y a pas très longtemps. Enfin bref, j'ai vu des images WWE d'elle venant. Alors est-ce que c'était un pay-per-view où elle est venue aux locaux? Mais bref, avec serrage de main avec Triple H, tout ça. De toute façon, Rousey il tourne autour depuis ça fait depuis son passage à Mania, quoi. Et donc oui, non, c'est sûr, ça peut être que bénéfique. Je sais plus ce que j'allais dire sur Lesnar. J'ai du mal à imaginer le truc. Ah oui, et Cyborg, donc du coup j'étais pas au courant parce que je suis plus du tout. J'ai suivi pendant quelques mois l'UFC, mais là je suivais plus du tout. Elle a gagné, Cyborg, donc du coup elle est championne. Parce que y avait toute une polémique pendant un temps sur le fait que elle refusait de se battre, ou elle faisait semblant qu'elle était malade tout le temps, ou qu'elle avait un truc, etc. D'accord. Donc apparemment c'est une grosse chieuse. Ouais. Mais de diva. Ouais. Alors je vais te laisser la parole pour un segment spécial. C'est le segment point G avec avec Ringside qui va nous parler du G1 à la New Japan Pro Wrestling. Voilà, G1 Climax, le plus gros tournoi
de l'univers du catch international, il n'y a pas plus gros. Je crois qu'on est à 19 journées de combat. Toutes les plus grosses stars de la New Japan qui sont réunies pour s'affronter, y compris les champions en titre. C'est un tournoi qui fonctionne au point. Donc vous faites une victoire, vous avez 2 points. Une défaite, c'est 0 points. Le match nul, c'est 1 point. Donc là, je crois qu'il y a eu la 11e nuit. Cette nuit, moi, je me suis arrêté à la 10e journée. Il y a 2 blocs. Donc, bloc A, il y a sur les 10 journées qui sont passées, il y avait 8 points à prendre. Puisqu'il y a une journée, c'est le bloc A, une journée, c'est le bloc B. Putain, c'est pire que la Ligue 1, ton truc. C'est pire que la Ligue 1. Donc voilà, non, il y avait 10 points à prendre, je vous dis 8 points, 10 points pardon, évidemment. Alors les gagnants, les gagnants, c'est pas fini encore, mais les meneurs, Kazuchika Okada, le champion en titre, c'est le seul à avoir tapé les 10 points. Donc vous pouvez, alors si vous aimez le bon catch, vous pouvez regarder tous les matchs de Kazuchika Okada, c'est que du bon. Déjà pour être clair, il y a pas de mauvais matchs, il y a juste des matchs qui sont mieux que les autres. Alors je vous mettrai une liste, je pense, dans les commentaires, peut-être des matchs vraiment à voir si vraiment vous n'avez pas le temps, parce que sinon ce serait trop long sur 10 journées, il y a au moins 3-4 matchs qui valent le coup par soirée. Moi ce qui me plaît là-dedans, c'est qu'il y a des histoires qui se nouent au niveau des tournois. On a notamment les vétérans Yuji Nagata d'un côté dans le bloc A et Satoshi Kojima dans le bloc B pardon, qui sont à 0 points à l'heure actuelle, donc ils ont fait que perdre leur match, mais alors à chaque fois c'est des matchs fantastiques avec des affrontements donc contre les genoux de la fédération qui sont tous en pleine bourre. Sur la première journée, par exemple, vous pouvez avoir Yoshihashi contre Yuji Nagata, qui est un exemple d'histoire qui se forme autour en un match, parce que les histoires se forment dans les matchs, plutôt à la New Japan, plutôt que dans des storylines à côté. On peut noter aussi la bonne prestation de Zack Sabre Jr., qui a quand même réussi à faire abandonner Hiroshi Tanahashi, le John Cena japonais, le champion intercontinental actuel, et puis plusieurs fois champion IWGP Heavyweight. Grosse surprise quand même, ce Zack Sabre, cette petite tablette là anglaise qui arrive à faire taper le champion Tanahashi, même s'il est blessé. C'est la seule défaite que concède Tanahashi depuis le début du tournoi. Il est à 8 points, c'est lui le leader, Tanahashi, du bloc A. Derrière lui, on retrouve Tetsuya Naito, le patron d'Ingo Bernables des Japon. Zack Sabre Jr. justement, qui fait un gros tournoi puisqu'il est aussi à 6 points derrière. Ça se bouscule aussi, toujours à 6 points, avec Togi Makabe, le vétéran. Bad Luck Fale, le géant de la New Japan, qui est aussi à 6 points. Hiroki Goto, l'éternel second, l'éternel perdant, il est à 6 points, il est là aussi. Tomohiro Ishii est là également. Donc tous ces gars-là peuvent se retrouver dans le match final du bloc A à la tête et puis passer pour la finale pour gagner le tournoi. On notera Kota Ibushi qui est que à 4 points. Il est revenu à la New Japan, il est fantastique, mais c'est pas lui qui va marquer cette année, je pense. Yoshihashi reste à 2 points, donc Nagata 0. Dans le bloc B, Kenny Omega est à 8 points, derrière le champion donc Okada qui a 10, je vous ai dit. Et on a aussi Evil de Los Ingobernables des Japon qui a 8 points derrière, qui a fait aussi un très bon tournoi. Sinon Toru Yano est à 2 points, le rigolo de service qui a fait que des matchs rigolos comme d'habitude. Juice Robinson, l'ancien CJ Parker de la NXT, est à 2 points, mais lui aussi fait un tournoi exceptionnel. Ses matchs sont particulièrement bons contre Okada, contre Minoru Suzuki. Je vous conseille ces matchs-là. Il est en train d'exploser, ce mec-là. Il était imbuvable à NXT, mais c'est une révélation complète là au Japon. Qu'est-ce qu'on a? Bon, Kenny Omega, donc 8 points. Vous pouvez voir aussi tous les matchs de Kenny Omega, ça vaut le coup. C'est aussi une star qui marche sur l'eau en ce moment. Voilà, Minoru Suzuki est à 6 points. 6 points aussi Sanada, qui est sûrement la prochaine grande star de la New Japan. Michael Elgin qui a fait des gros matchs contre Okada, il faut voir ce match-là contre Kenny Omega aussi, ça c'est des matchs qui sont inévitables cette année. Il est que à 4 points malheureusement. Tamatonga aussi, le chef en seconde du Bullet Club.
Voilà, là j'ai fait le tour, Minoru Suzuki C'est est bon. à 6 points. Voilà, on va pas vous embêter plus longtemps. Voilà, mais il n'y a rien acheté hein, dans ce tournoi. Juste pour rappeler les règles du coup, ce qui se passe, c'est au bout de combien de tours en fait que les meneurs de chaque bloc s'affrontent du coup. Eh ben, sur la dernière journée, donc je crois qu'il y a 18 journées, une fois que tout le monde s'est affronté, voilà, au niveau des points, ça dépend ce qui ressort. Et le finaliste du bloc A affronte le finaliste du bloc B, ça ce sera pour la dernière journée. Et on aura le champion. Donc là comme c'est parti, on a Okada qui est en tête d'un côté, donc on pourrait se retrouver soit sur un classique Okada Tanahashi. Mais bon, au début, tous les espoirs passaient sur Naito, il n'est pas encore éliminé, donc on pourrait se retrouver sur un Naito Okada, mais je vois mal Okada pas être dans la finale, hein, même s'il est champion D'accord. IWGP. Je me demande même si le tournoi va pas être pour lui, parce que là en ce moment il marche sur l'eau. Je vous conseille tous les matchs de Okada depuis le début de l'année. Il faut voir aussi l'ambiance qu'il y a dans le public. Prenez un week-end. Oui, voilà, non, mais si vous aimez le bon catch. Mais en ce moment, la New Japan, ils sont en feu. Il faut voir le public. Il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des vieux. Tout le monde est derrière les stars à fond. C'est des vrais stars, les catcheurs là-bas. Il n'y a pas de ce public en demi-teinte qu'on peut retrouver à la WWE. On sent vraiment qu'on est en ce moment dans une dynamique qui est assez exceptionnelle. Et ça fait plaisir de voir des shows de catch comme ça qui sont aussi spectaculaire et avec une ambiance de feu voilà, qui va crescendo tout au long de la soirée. Moi, je vous conseille, c'est que du bonheur. Et ben on va repartir sur le business WWE avec la news donc numéro 5, si je compte celle de Ringside, c'est John Cena, le free agent le plus célèbre de la planète qui va quitter SmackDown après SummerSlam. Décidément, tout le monde quitte quelque chose après SummerSlam. En effet, on apprend par Wrestling Inc. que Super Cena est booké pour les émissions et pay-per-view de Raw qui suivront donc le pay-per-view le plus grand pay-per-view de l'été. Donc si vous n'êtes pas convaincu, eh bien Cena sera présent en show live non télévisé pour Raw dès ce mois-ci aux États-Unis. Et même s'il affronte Nakamura donc cette semaine, enfin la semaine où on enregistre à SmackDown, pour une chance au titre contre Jinder Mahal justement à SummerSlam. Enfin, on verra donc plus précisément Cena à Raw le 21 août, il est prévu, mais pas à SmackDown le 22. Il sera aussi donc à No Mercy le 24 septembre d'après WWE.com. Alors, Ringside, nouvelle question. Super Cena s'en va. Talking Smack aussi. Sabotage du show bleu par Vince ou décision de Cena d'aller au Top Show? Ouais, peut-être qu'il a envie de retourner au Top Show, John Cena, effectivement. Alors là, on va rentrer dans une ère assez spéciale pour la WWE parce que ça va être le renouvellement du contrat tout doucement avec la télé. Donc ils ont intérêt à rattraper les scores de merde qu'ils ont fait en début d'année quand il y avait la concurrence du football américain et du baseball. Hein. Ils ont fait vraiment des scores médiocres cette année. Donc là ils sont en train de mettre les bouchées doubles pour rattraper le coup. Il va falloir faire des gros scores. Donc il faut sortir l'artillerie lourde. Donc ça passe par les matchs qu'on va avoir là cette semaine. Hein. Kevin Owens, AJ Styles d'un côté, Nakamura, John Cena. Voilà, c'est des shows qui sont une émission qui est quasiment immanquable. Donc ça devrait faire déjà des gros scores. Ils vont sûrement sortir la tirée lourde pendant tout l'été parce qu'il n'y a pas de concurrence à l'heure actuelle contre la WWE au niveau de ce qui est de la télévision, au niveau des weekly. Donc c'est le moment de taper et de faire des gros scores. Donc ça se traduit effectivement par ces gros matchs à SmackDown et puis par voilà, John Cena, le plus gros draw, ça reste le plus gros draw le mec qui rapporte le plus de pognon et qui rapporte le plus de spectateurs et de téléspectateurs. Donc on va l'envoyer aussi à Raw histoire de gonfler les audiences. Et voilà, on sera sûrement un retour de Triple H incessamment sous peu. Je pense que SmackDown c'est qui tout double parce que je suis pas sûr qu'il soit autant attaché que ça au show. Maintenant, je pense que ça rapporte pas mal de pognon via les pubs quand même. Mais si vraiment ça devient trop compliqué et qu'ils commencent à perdre des thunes et que ça va jouer là-dessus, je pense qu'ils hésiteront pas à s'aborder le show et à se concentrer sur Monday Night Raw si vraiment ils ont pas le choix. Mais c'est vrai que je vois bien un abandon des brands divisés d'ici incessamment sous peu aussi.
parce que j'ai pas l'impression que ça porte ses fruits autant qu'il l'aurait voulu. Ce serait plus simple pour moi, plus intéressant peut-être d'avoir un vrai roster avec des gens qui seraient uniquement à SmackDown, mais sans rien d'officiel, quoi. Et puis après, tu joues sans que ce soit trop carré comme ça. Bon, maintenant rien n'est fait, rien n'est décidé, mais voilà, il y a une volonté de booster les audiences TV. C'est pour ça qu'on a des pay-per-view aussi qui sont un petit peu tristounés, parce que maintenant ils vont mettre il va falloir faire des scores à la télé, donc ça va être pendant les mois qui viennent, histoire de pouvoir renégocier le contrat avec des cacahuètes d'un côté, quoi. Ouais, c'est le comment? J'allais dire le cercle vicieux, enfin le cercle vicieux du network en fait, c'est que le network j'imagine une très bonne source de revenus, mais je pense pas que ça leur fait des pics de revenus tels qu'ils avaient à l'époque des pay-per-view, des vrais pay-per-view. Et donc du coup ça fait que ils ont plus cette motivation de vendre du pay-per-view, parce que les gens déjà ils regardent les pay-per-view, ils peuvent à chaque fois le regarder un mois gratuit, limite des moments ils peuvent en regarder deux, ils peuvent regarder celui qui est avant Mania, c'est quoi, je sais plus, le Royal Rumble. Non, je veux dire juste avant en fait. Il y a en fait, je me souviens que le dernier Mania on pouvait, ouais voilà, peut-être c'est Roadblock le dernier qu'ils avaient rajouté. Je me souviens que le dernier, du coup, on pouvait regarder le dernier pay-per-view avant Mania, plus Mania, voire s'abonner à Mania et regarder le pay-per-view d'après. Enfin bref. Donc du coup, les gens, par exemple, les gens qui suivent pas forcément le catch, mais qui regardent de temps en temps quand ils tombent dessus, etc., ils ont rien à faire le soir de Mania, ils vont regarder Mania. Ils vont profiter du mois gratuit, ils vont pas s'abonner, ils vont annuler. Donc déjà il y a ça, il y a tout ce revenu qui part. Sur le dernier trimestre, il y a plus de gens qui se sont désabonnés du network que des gens qui ont essayé le network. Ouais. Donc c'est. Après ils ont raison les gens. Même si j'ai bien aimé Great Balls of Fire, quelle affiche ces derniers temps méritait vraiment d'être, d'être abonné. Exciter vraiment quelqu'un qui n'est pas vraiment à fond dans le catch, à part si on suit vraiment ça toutes les semaines comme nous, mais il y a pas eu d'affrontement vraiment de colosse ces derniers temps, et il y a eu des beaux matchs, mais il y a pas ce, ouais, c'est sûr qu'il y a pas cette Jinder Mahal, Randy Orton, voilà quoi. Grand public. Non mais alors Jinder Mahal, déjà Randy Orton. Déjà. Je pense que ça assure un certain nombre de personnes qui veulent voir le truc, mais en même temps, je pense qu'il est un peu surévalué au niveau de son attrait pour le grand public. Randy Orton, c'est quand même, c'est pas du niveau de John Cena, ou c'est pas même pas du niveau de, je sais pas. Je pense même que Lesnar a plus de résonance et fait plus venir les gens, le grand public que Randy Orton, parce que les matchs de Lesnar sont imprévisibles quoi, tout le temps. C'est on sait pas comment ça va se passer, on sait que ça va pas ressembler à du catch aussi, donc du coup voilà, mais on en reparlera dans le petit débat qu'on va avoir à la fin. On va passer à la news numéro 5, la dernière news. C'est la news, alors permettez-moi un jeu de mots de merde, c'est la news on est dans la merde, c'est voilà. C'est la Global Force Wrestling, donc la T est née, voilà, super jeu de mots, qui a tenté, donc c'est dernière semaine, je saurais pas le situer exactement, mais c'était au mois de juillet, tenté de déposer au bureau des brevets et marques américains 4 trademarks, bien entendu, liés au Broken Matt. Matt Hardy, donc c'était, ils ont essayé de déposer Brother Nero, Broken Brilliance, Vanguard One, le drone, et Broken Matt. Donc chacune de ces demandes a été refusée pour différentes raisons. Je voulais faire un mini-jeu, mais ça va prendre trop de temps. Je voulais faire un mini-jeu où je te fais deviner chaque truc. Bon, allez, non, on va dire rapidement.
Pourquoi Broken Mats a été refusé? T'as tu peux deviner une fois, vas-y. Je sais pas. Pourquoi ça a été... Parce qu'ils ont pas Matt Hardy dans leur dans leur roster. Donc, Alors non, parce que Broken Mats ça a été refusé parce que Matt Hardy a fait la même demande avant eux et a été aussi refusé. Donc du coup, là ils sont un petit peu en train de réévaluer le truc, comprendre qui a tort, qui a raison, etc. J'imagine. Mais en tout cas pour l'instant, ni Matt Hardy ni Global Force Wrestling ne peut utiliser le truc. Ne peut utiliser la marque. Brother Nero. Pourquoi ils n'ont pas pu utiliser Brother Nero? Enfin, pourquoi ils n'ont pas pu breveter Brother Nero? Déjà quelqu'un qui a le brevet. Celle-là, elle est facile par contre. Enfin, elle est facile. Oh, facile. Ça a été refusé. Oui. Donc du coup, alors la première raison est pas facile, mais il y a deux raisons. Parce que la Global Force Wrestling n'a pas précisé s'il s'agissait d'une personne vivante ou non. Et si c'était une personne vivante, là c'est facile à deviner, il faudrait le consentement de Matt Hardy, dont le deuxième prénom est Nero. D'accord. Non, Jeff Hardy. Oh là là, autant Jeff pour moi. Hardy, Jeff Hardy, j'ai dit Matt Hardy. Consentement de Jeff Hardy, dont le deuxième prénom est bien Nero en fait. C'est bien sur sa carte d'identité. Broken Brilliance. Pourquoi ils ont pas pu breveter Broken Brilliance? Ça doit déjà exister. Il va y avoir une marque de trucs pour laver la vaisselle, non? Alors non, c'est vachement obscur justement. Ça a été refusé car la Global Force n'a pas précisé quelle signification a cette expression dans le catch. Ou si c'est juste, alors je saurais pas le traduire entre guillemets, term of art, enfin un mot artistique, un mot, je sais pas, ou si c'est juste un term of art dans l'industrie du catch. En clair, à mon avis, ils se sont dit mais qu'est-ce que ça veut dire Broken Brilliance? Ça veut rien dire. Vous pouvez pas, faut définir votre truc avant de le breveter. Et enfin, Vanguard One. Pourquoi Vanguard One a été refusé? Je sais pas, c'est pas une personne. Le consentement des parents. Tu l'as eu juste avant. Ça a été refusé car il existe une autre marque qui s'appelle Vanguard One et que cela pourrait prêter à confusion. Bon, c'est pas une marque qui est reliée au catch. J'ai pas vérifié ce que c'était, mais c'est pas une marque de drone. Ok. Alors, et puis ma petite question pour finir. Est-ce qu'on va oublier le gimmick Broken avant que cette histoire finisse? Est-ce qu'il va devenir obsolète? Delete. Ouais, je sais pas s'ils arriveront finalement à l'avoir précisément, voilà, ou du compte la Global Force Wrestling va se lâcher, va lâcher l'affaire. De toute façon, je vois pas pourquoi ils veulent garder le truc et il y a personne d'autre qui pourra l'utiliser chez eux. C'est juste pour faire chier le monde. Puis s'ils savent même pas remplir des papiers à Impact Wrestling pour. Apparemment, ils comprennent pas le principe de brevet parce que s'il y a bien une démarche durant laquelle il faut être ultra précis dans ce qu'on dit, c'est quand on dépose un brevet. Tu peux pas déposer un brevet sur un nom. Ça a toujours été des branques là-bas, donc voilà, je pense qu'à terme, Matt Hardy réussira à avoir le truc parce qu'ils sont vraiment trop mauvais, mais d'ici là, est-ce que ce sera pas l'heure de la retraite pour Matt Hardy? Je ne sais pas. Mais ouais, tout ça, ça fait rigoler. Il peut se lancer dans sa gimmick sans forcément avoir les mêmes les mêmes mots. Voilà, je pense pas qu'ils vont sortir un Vanguard One à WWE, mais bon, soit. Ouais. Non mais bon, moi je de plus en plus, maintenant je suis de plus en plus convaincu que finalement ça va rester des références et des clins d'œil au public, quoi. Ouais. Ça va pas aller plus loin, même s'il y a quelques semaines pendant Raw, ils ont quand même mis la grosse couche, ils ont sorti des phrases, est-ce qu'on va devenir obsolète, on se sent broken, tout ça, enfin bref. Ça n'a aucun sens si tu le prends en sortie du contexte. Ah oui, non mais pour les gens qui connaissent pas le passif, ça peut paraître complètement débile. Bref. On va passer donc à la dernière séquence. C'est le débat, un segment que j'ai appelé
Parlons Steve. Alors, nous n'allons pas parler de cheveux, bien entendu, mais d'un sujet qui taraude les marques et les smarts ces dernières semaines. C'est SmackDown et plutôt de l'avenir de SmackDown. Alors, je remercie, donc c'est une grande dédicace à Joey Roux dans les commentaires sur YouTube, qui nous a un peu suggéré ce débat. Mais je vais reformuler la question par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que... alors, c'est un peu une question un peu osée. Est-ce que SmackDown peut devenir l'égal de Raw? Et si oui, comment? Et pour faciliter les choses, c'est divisé en juste 3 points. Écriture, booking, roster. Donc d'abord, sur l'écriture. Est-ce que tu penses que SmackDown peut faire mieux? Est-ce que finalement ils font moins bien que Raw? Qu'est-ce que t'en penses? À l'heure actuelle, je trouve que c'est moins bien que Raw. T'as vraiment, voilà, on est embourbé avec Orton et Jinder Mahal dans un truc super classique, super old school qui fonctionne pas. De toute façon, t'as un champion WWE qui est en mid-card et qui est pas du tout crédible, quoi qu'on puisse en dire. D'accord, ils ont testé un truc, machin, mais ça fonctionne pas, quoi. Le résultat est pas là en Inde non plus. On est obligé de ressortir le vieux Khali pour essayer de faire un semblant de surprise, de remettre un petit peu de vie dans la rivalité. Il y a des choses comme Nakamura qui débarque auréolé de tout son statut de star, mais au final il apporte rien de spécial au show à part des matchs moyens. Les stars en devenir comme Corbin, c'est quand même pas terrible. À côté de ça, t'as John Cena qui est finalement part-timer et puis qui va aller à Raw. AJ Styles et Kevin Owens, ils sont coincés autour d'une petite US, donc c'est bien pour valoriser le titre US, mais eux ils devraient être autour, comme j'ai déjà dit, du titre WWE. Donc ils ont enlevé le Miz pour l'envoyer à Raw. À la place maintenant on a Maria Kanellis et son mari. C'est quand même un cran en dessous. Le New Day est là, mais bon, le New Day, c'est que ça fait quand même 3 ans qu'ils nous saoulent. Ça fonctionne parce que les Usos, ils sont un peu, ils ont bien compris le truc et ils ont créé leur personnage qui fonctionne plutôt bien. Mais voilà, dans l'absolu, c'est assez mou du genou, c'est assez dispensable. On n'a pas envie de se jeter sur le show chaque semaine. On en est plutôt à attendre des pay-per-view qui sont décevants. On sent bien qu'ils ont injecté ce qui fonctionnait, ils ont été l'injecter à Raw, et maintenant on a un Raw qui est plutôt plaisant, mais ce qui fait que le succès de Raw, ça reste les main eventers, ça reste notre ami Roman Reigns, Braun Strowman, Brock Lesnar, Samoa Joe, quoi, les poids lourds, c'est eux qui nous font rêver là-bas. Le Miz, bon, c'est sympa sa rivalité, mais son petit truc, son mistourage, ça fait rigoler, mais on est encore dans la même rivalité avec Dean Ambrose, etc. Donc ça patine aussi un petit peu. Ouais, ils pourraient faire mieux à SmackDown que à Raw, ils l'ont déjà fait, mais ça demande d'avoir une construction un peu plus intelligente que ce qu'ils ont là, avec moins de trucs réchauffés, des stars qui sont des vraies stars, parce que là ils ont vraiment appauvri le roster, entre Randy Orton dans le haut du pavé, Kevin Owens au mieux. Mais là tu vas couvrir tous les sujets que j'avais, les 3 parties. Attends, je vais prendre ma petite minute quand même pour parler de l'écriture. On va mêler écriture et booking, parce que c'est ce dont on parle. Même si j'avoue que j'ai suivi en demi-teinte ces derniers temps, mais je vais parler de ce qui m'a fait quitter ce qui m'a fait quitter un peu SmackDown, même si voilà, je regarde des clips YouTube, etc. Et le truc que je reprocherais le plus, c'est leur absence de consistance dans les personnes à qui ils donnent la ceinture. Alors bon, là ils en ont une de consistance, c'était Jinder, mais alors c'est pas la bonne c'est pas la bonne consistance. Mais sinon j'en avais marre, moi, quand j'ai arrêté de regarder en entier le show, j'en avais marre des surtout pour les femmes, les matchs gauntlet à 6. Je crois qu'ils ont tapé un record, j'ai entendu il y a pas longtemps, où ils ont réussi à faire genre 3 matchs gauntlet peut-être en un mois.
c'est la belle preuve qu'ils savent pas qui mettre en haut de l'affiche. Et alors qu'ils ont Charlotte. voilà, ils ont Charlotte, mais même, enfin, je vais pas dire Ils peu ont les importe. personnes, Je vais pas dire peu ils importe. utilisent Je vais pas dire peu importe la personne, mais il y a au moins 3-4 personnes, et c'est pas mince. C'est pas Tamina. Ah, et je me souviens même plus de Naomi, voilà. Et c'est pas Naomi, hein, le bon choix, même si j'aime beaucoup Naomi. Naomi elle avait une bonne montée, mais une nouvelle fois, en fait, ils lui ont un peu donné la ceinture au mauvais moment, alors que les gens commençaient à croire en elle, mais pas au point d'être super fan, enfin d'être vraiment enthousiasmé. Parce qu'en parallèle, ils ont perdu du temps à travailler Lana et l'arrivée de Lana. Parce qu'on a foutu de l'arrivée de Lana. C'est très important, ça, ouais. Et donc voilà, il y a ce problème. Alors du coup, c'est surtout, c'est féminin, mais il y a aussi ce côté, avec les mecs où, alors je me souviens plus exactement comment ça se passait, mais j'avais aussi l'impression qu'ils avaient une période de flottement où ils savaient plus vraiment. En fait, tout a commencé, je pense, à vaciller une fois qu'on est sorti de Cena et AJ Styles. Qui était le money maker de SmackDown, hein. C'était la rivalité qui était un peu finalement le pic. C'est tout. SmackDown était vraiment sur une montée régulière au niveau de la qualité jusqu'à John Cena et AJ Styles, qui était un peu le pic. Et après, ils n'ont pas su rebondir là-dessus, je trouve. On a eu aussi Randy Orton, Bray Wyatt, qui était pour le coup pareil, un côté inconsistant pour moi, parce que c'était patate chaude, hein, pour la ceinture. C'était une rivalité où on sait plus qui est face, qui est heel. On n'a pas des deux mecs particulièrement charismatiques, du moins dans l'écriture de la rivalité, hein. Ils sont tous caricaturaux, ils ont tous des motivations qui sont assez étranges, voire changeantes, hein. À un moment, Randy Orton, c'est un face qui veut juste tuer les Wyatt de l'intérieur. Et après, en fait, il devient carrément un mec machiavélique qui brûle la maison la cabane, la campagne de Wyatt, en regardant la caméra avec des flammes dans les yeux, avec un rire machiavélique. Donc, comment vous pouvez vous mettre derrière ce type-là, à part si vous avez aucune sensibilité pour le kayfabe, quoi. Mais bref. Donc voilà, beaucoup de mauvaises écritures, hein, je trouve, depuis AJ Styles Cena. Après, le booking, finalement, si l'écriture donne pas de sens, le booking n'en a pas beaucoup plus, quoi. Donc du coup, il nous reste un peu les meilleurs workers qui font des bons matchs, mais qui apparemment passionnent pas forcément tout le monde. Parce que j'ai pas encore vu AJ Styles, Owens. Du coup, c'était quand? Enfin, il y en a eu un, du coup, je crois au dernier pay-per-view, ouais. Mais qui apparemment s'est fini un petit peu en flop d'ailleurs, et qui a pas marqué forcément les gens. Et si les gens sont pas aussi enthousiasmés, et quand je dis les gens, je parle vraiment des fans de catch, qui pourtant sont un peu plus, on va dire, un match de très bonne qualité malgré une rivalité pas terrible, reste un match de très bonne qualité, quoi, quand on est fan de catch. Et là, voilà, ça a pas fait de vague ni rien. Donc voilà, je pense il y a un souci aussi dans peut-être le booking des matchs, le déroulement aussi des matchs. Est-ce que finalement les gens qui s'occupaient de tout ça, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont partis de l'écriture, qui sont partis à Raw, ou alors du booking qui sont partis à Raw, parce que j'ai entendu, il y a pas, alors là pour le coup j'ai vraiment pas de source, mais j'ai entendu il y a pas très longtemps qu'il y avait un petit peu du turnover au niveau de l'équipe des auteurs. Donc voilà. Et finalement pour le roster, on va finir juste avec le roster.
Si t'avais deux personnes à retirer du roster et 2 personnes à mettre dans ce roster en choisissant à NXT ou à Raw. Comment tu ferais? Je te laisse choisir. Vas-y. Bah déjà en priorité il faut enlever Jinder Mahal. Hein. Ouais. Je vois pas. Mettez-le à main event. Qu'est-ce qu'il fait là? Voilà. Sa place c'est à main event, tout à fait. Genre, c'est quand même le mec qui a rien gagné, qui faisait partie des Free MBs et maintenant qui est champion WWE. Alors je veux bien que ce soit sur un concours de circonstances ou ce que vous voulez, mais c'est pas, tu construis pas ta fédération et tu mets pas ton champion sur un mec qui est pas du tout qui a rien gagné depuis 3 ans, faut pas déconner. Donc voilà, lui il faut absolument qu'il dégage, même si j'ai rien contre lui dans l'absolu, mais il est pas à sa place. Hein. Et puis qui c'est qu'on enlèverait d'autres? Nakamura aussi, hein, parce que c'est un échec. Donc alors tu le places retourner au Japon, Nakamura tu le renvoies au Japon. On le renvoie au Japon, voilà. À moins qu'il nous sorte vraiment un charter. Voilà. Soit il nous ressort un gros match contre John Cena, soit ça il sert à rien là, à l'heure actuelle. C'est pour faire des matchs moyens en pay-per-view. Son personnage il est caricatural. On voit qu'il a pas trop envie de se casser le dos à faire des matchs spectaculaires. Il a pas du tout son style, s'adapte pas du tout à la WWE. Donc à un moment donné, quand c'est un échec, c'est un échec. Autant qu'il retourne à la New Japan, voilà, nous faire un vrai Wrestle Kingdom, un match de folie contre Okada, et on sera content. Tu sais qu'il y a eu les rumeurs aussi il y a pas longtemps de la WWE qui voudrait balancer des gens. Alors ils vont pas balancer Nakamura, mais balancer quelques stars à NXT, les faire venir de SmackDown ou de Raw à NXT. Enfin j'imagine plutôt de SmackDown, mais donc ouais, comme ça se faisait dans le temps. Faire descendre quelques gars pour aller affronter les déjà gens. Le premier ça sera Ziggler. Tout le monde sait que Ziggler. Hein. Mais Ziggler c'est un cadre aussi un petit peu, hein, donc il est là aussi pour driver les nouveaux. Hein, c'est le gros de son taf, c'est ça maintenant, hein, je pense. Hein. Et qui c'est qu'on injecterait à SmackDown? Moi, je ferais bien monter Drew McIntyre de NXT. Je pense qu'il a rien à faire à NXT, il a le physique, maintenant il fait des matchs qui sont tout à fait du niveau d'un main event de pay-per-view. Il a tout ce qu'il faut pour pour gravir tous les échelons et arriver comme top star. Ouais. Et il joue bien je trouve il a une bonne personnalité de face badass, enfin face sérieux quoi. C'est pas un face blagueur. Hein. Ouais, ça peut être le babyface dont on a besoin à la WWE là, parce que voilà, qu'est-ce qu'on a en babyface? On a Roman Reigns qui est pas du tout un babyface au final. Et Jay Styles. Et Jay Styles, ouais, mais Jay Styles c'est pas Franck Duclos non plus, hein, son face turn, hein, c'est aussi ça qui pose problème. Lui, il aurait dû être, voilà, ça aurait dû être lui le héros de SmackDown sur les mois qui viennent de passer, mais au lieu de ça, on a eu Randy Orton et compagnie. Qui c'est qu'on pourrait transférer de Raw qui aurait sa part? À Roman Reigns, peut venir Roman Reigns à SmackDown, et puis voilà. Tu laisses le champ libre à Braun Strowman à Raw, tu le ferais affronter John Cena et compagnie. Et voilà. Et avec ça, je pense que tu peux relancer l'émission correctement. Faire revenir le Miz aussi. Je pense que le Miz, sa place, elle est à SmackDown plus qu'à Raw. Et ramener, je remettrais Chris Jericho à Raw avec Owens. Ça fonctionnait bien. Puis remettre le Miz à SmackDown. Enfin bref. Ah ouais. Donc ouais, Owens et Jericho retour à Raw. Alors moi, j'ai pas vraiment de meilleures idées que toi, hein, à part le fait de ramener Bray Wyatt à NXT. Ouais, Bray Wyatt c'est délicat pour lui, hein, franchement. Non, mais ce qu'il faut pour Bray Wyatt, c'est autant j'étais vraiment un avocat du fait de le séparer et de voir ce qu'il peut faire seul. Autant maintenant, je suis persuadé que non, il faut qu'il reprenne la famille, la Wyatt Family, ouais. avec
peut-être une chance dans, allez, 2 ans, Wyatt Family contre les Shield. Donc, c'est un peu le meilleur truc qu'il pourrait faire. Mais donc voilà, sinon, ouais, Nakamura, ouais, j'en parlais avec les derniers segments de Tozawa. Voilà. En plus, j'ai fait le même nom. Donc Tozawa. On voit que Tozawa, il fait beaucoup plus d'efforts que Nakamura quand même pour un peu développer son personnage, ne serait-ce que pour parler anglais. Donc voilà. Bon, après, on a Tozawa qui est au milieu de sa carrière, on a Nakamura qui est à la fin. Donc c'est sûr que ils doivent pas avoir la même motivation. Mais oui, non, clairement, SmackDown, je pense que là il faut bouger pas mal. Il faut au moins bouger 3 ou 4 pièces sur l'échiquier dans quel que soit, enfin mid-card et main eventer, pour que ça redevienne intéressant. Et surtout, ouais, non, ce qui pourrit un petit peu SmackDown depuis longtemps, c'est Randy Orton et Jinder Mahal. Ça, c'est dingue que ça dure aussi longtemps, hein. On a l'impression qu'ils ont pas d'autre solution, alors qu'ils ont les gens dans leur roster. Ils ont juste à switcher, à la limite, foutre cette rivalité pourrie autour du titre US. Bon, après c'est trop tard, mais donc voilà, et en plus ils ont pas entre guillemets pas beaucoup de ceintures. Ils ont pas le cruiserweight. C'est pas comme s'ils avaient un peu le poids mort du cruiserweight à mettre dans leur show. Donc ils ont la place. Voilà, je vais pas aller plus loin. On est bien, on est monté assez loin dans cette durée de podcast. On va vous remercier de nous avoir écoutés. Je remercie Ringside une nouvelle fois d'avoir été là. Je t'en prie. C'est moi qui te remercie de m'avoir invité et d'animer tout ça avec brio. Merci. Brio est juste là. Si vous aimez les blagues pourries, n'hésitez pas à liker cette vidéo sur YouTube ou de mettre une petite note 5 étoiles, hein, ou 6 stars comme Omega Okada sur iTunes. Vous pouvez aussi nous écouter sur PodCloud. N'hésitez pas à venir nous voir sur le Facebook, facebook.com/catchupcdc. C'est là où on poste tous les podcasts et de temps en temps d'autres choses, hein. On va essayer de s'activer un peu plus là-dessus. Sur Twitter, twitter.com/catchupcdc. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je serai pas là pour SummerSlam, hein. J'ai programmé mes vacances aujourd'hui, donc du coup voilà, si vous préférez les autres chroniqueurs, et regardez-nous pendant SummerSlam, parce que je ne suis pas et puis profitez-en. Mais voilà, profitez-en, vous aurez des vacances de Hank. Ah oui, je me suis même pas présenté au début, mais c'est pas grave, vous nous connaissez. On vous souhaite une très bonne semaine pleine de catch, et on vous dit donc du coup à dans un mois pour Talking Catch numéro 7. Salut! Ciao ciao!